Jusqu'ici, la limitation de mandat s'était arrêtée à 2. On parle de la constitution centrafricaine. Oui, nous sommes à Bangui. En fin mai, un bloc de partis d'opposition ont manifesté contre un projet de changement de la constitution. Lequel projet permettrait à Michel Akange Touadéra, président en exercice depuis 2 mandats déjà, de briguer un 3e. Et oui, peut-être un 3e est-il nécessaire, tant est-il vrai que les chantiers mis en branle aujourd'hui ne pourront pas, dans la période définie par le mandat en cours, il reste seulement 3 ans, permettre de peaufiner tout ceci. Alors, il y a quelques jours, 4 plus exactement, une foule de Centrafricains est sortie dans la rue. Ils étaient des milliers à scander un référendum et à demander, à l'appel justement du président ou pas, de demander la modification de la Constitution pour permettre aux leaders centrafricains de se représenter aux élections présidentielles de 2025. Comment comprendre donc cette sortie du peuple? Est-ce l'appel du peuple que cette manifestation? Est-ce la traduction populaire de l'envie que cette révolution entamée par Michel Akange Touadéra se poursuive dans le temps? Ou alors est-ce une manipulation du pouvoir pour se maintenir aux affaires? Aujourd'hui, le débat s'ouvre justement et je commence avec vous, Franklin Nyondieu, maître. Dites-nous, comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe en RCA aujourd'hui? Est-ce de la manipulation populaire? Est-ce que ce qui se passe là et qu'on a observé il y a 4 jours est la même chose qu'on a observé au Mali avant ou alors après la prise de pouvoir par Assimi Goïta? Comme hier, comme avant-hier, je vais commencer mon propos par exactement la même phrase. Exactement. L'Afrique est une fois encore mise face à ses propres contradictions. La contradiction de n'avoir pas pu construire une organisation politique, une science politique qui intègre ces réalités à la fois historiques, environnementales, géographiques et conjoncturelles. Parce que nous n'avons que 60 ans de République et la façon de construire la République lorsqu'on est aussi jeune ne peut pas être identique à celle des pays qui ont 100 ans, 200 ans de République. Donc, on est là encore face à nos propres contradictions. Parce que la thématique d'aujourd'hui doit s'analyser de mon point de vue sous au moins un double prisme. Le premier, c'est le prisme de la loi. Il faut aller dans la constitution centrafricaine pour s'apercevoir d'une ou plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, le mandat est limité à 2 ans. Et que de ce point de vue-là, un président qui a été élu avec ce texte-là fondamental, stipulant 2 ans, ne peut plus se présenter, ne doit plus se présenter. En tout cas, même s'il modifie la Constitution, il ne doit plus se présenter lui. Il doit modifier ça pour que cela ait de la valeur pour les autres à venir. Et il a juré sur cette constitution. Il a juré sur une constitution qui disait que lui, il ferait 2 mandats. C'est-à-dire que ça, c'est un fait. Juridiquement, il n'est pas questionnable. Et vous vous souvenez, il y a 4 semaines ou 8 par là, nous avions une thématique pendant laquelle je disais que précisément on parlait du Mali. Et tu as bien fait de faire le crochet au Mali. On parlait du Mali où je disais, on nous juge sur la foi de textes qui ne correspondent pas à notre environnement. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est bon ou mauvais, suivant des codes qui appartiennent à d'autres pays, ça ne correspond pas au regard et à la grille de lecture que les Africains d'ici ont sur les dirigeants de chez eux. Quelquefois, certains sont supposément élus suivant les textes démocratiques tels que décrits par les organisations internationales, mais en Afrique, c'est perçu comme des élections truquées. Nous, en tant qu'Africains, nous savons que c'est truqué, nous vivons le trucage, et cependant, juridiquement, ça tient la route. Institutionnellement, ça tient la route. À côté, il y a d'autres qui accèdent au pouvoir par des moyens pas tout à fait démocratiques, mais dont l'action politique, à la fois pour leur pays et pour l'Afrique, montre très bien qu'ils sont en train de travailler au bénéfice de leur pays. Mais comme ça ne va pas servir les intérêts d'un certain nombre d'organisations et de pays occidentaux, eh bien, ces pouvoirs-là vont apparaître comme étant des pouvoirs dictatoriaux qui ont brisé le cycle légal de l'évolution de leur pays et ainsi de suite. Donc, à côté de la grille juridique qui consiste à dire que techniquement, juridiquement, le président Faustin Akange Touadéra a été élu pour un mandat de 2 mandats. C'est une constitution qui disait 2 mandats. Il n'est plus autorisé aujourd'hui à modifier la constitution pour se représenter. Il peut la modifier.
La modification constitutionnelle peut avoir lieu, mais il ne sera plus lui. Il devrait être exclu. Il devrait être exclu du prochain mandat parce que ayant été élu pour 2 mandats, il a exécuté déjà ce que la Constitution disait au moment où il a prêté serment. Il reste que, à côté donc de cette grille de lecture, je disais qu'il y avait au moins 2 prismes. À côté du prisme purement juridique, il y a un prisme politique qui nous plaira d'analyser ici. Justement, je pense qu'on mette en suspens ce prisme politique. Et c'est bien que vous parliez de la juridiction de ce qui se passe, qui doit se passer légalement, et ça me permet d'accueillir cet homme plein de grâce, Christelle Fonga. Bonjour, permettez-moi de vous accueillir à chaud avec cette question. Si d'aventure Michel Akange Touadéra faisait passer ce référendum sur la modification de la Constitution et qu'il briguait, nous sommes dans les suppositions, en 2025, un autre mandat, serait-il tout autant, resterait-il légitime? Est-ce qu'il ne s'apparenterait pas aussi à ce mauvais élève que vous avez l'habitude de citer, Alassane Dramane Ouattara, qui lui, selon vous, est illégitime à ce poste-là? Alors bonjour Rim, merci de m'avoir invité. Bonjour maître, bonjour Béni Chris, bonjour aux téléspectateurs de d'IBS La Matinale. Bienvenue au débat panafricain de ce matin encore. Je suis ravi de partager le plateau avec ces brillants Africains. Alors pour aller directement dans votre direction, moi ce problème de constitution, vous savez que ça m'énerve. Ce problème de démocratie, ça m'énerve. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce système, tout ce tralala, parce que la vérité, c'est que c'est la fabrication, et j'ai en image Idriss Déby dans une interview de France, je crois c'est RFI France 24, où il dit clairement que c'est vous qui avez envoyé des experts ici, comment venir m'aider à modifier la Constitution, et qui m'avez demandé de modifier la Constitution pour que je me présente. Donc en fait, l'Occident modifie les constitutions ou bien aide certains chefs d'État à modifier les constitutions selon leur guise, selon que ça plaît aux intérêts occidentaux. Maintenant, dans la situation actuelle de la RCA, n'est-ce pas, où le président Faustin Archange Touadéra a fait ses 2 mandats selon la constitution actuelle, n'est-ce pas? Alors, pour moi, je pense que comme il est dans l'aspiration du peuple, parce que le plus gros souci ici, et de tous les Africains et des panafricanistes, c'est de faire la volonté du peuple. C'est que le peuple soit d'accord avec une situation. Quand nous parlons de peuple, on sait qu'à 100%, on ne peut pas être tous d'accord, n'est-ce pas? Au moins à 60-70% du peuple, tout le monde veut la modification de la Constitution, alors pourquoi ne pas la modifier? Et je pense qu'il faut extrêmement être prudent. Des comparaisons ne veulent pas dire raison. Ouattara n'est pas quelqu'un de fiable. Même dans son essence naturelle, il n'est pas fiable. Vous n'allez pas lui faire un procès d'intention. Je ne fais pas de procès d'intention. Donc quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en écrasant les Ivoiriens, et en dehors de ça, tout ce qu'il a est illégal. Même la nationalité que Ouattara a est illégale. Donc vous ne pouvez pas comparer que Ouattara et Faustin Archange Touadéra, ou bien la Côte d'Ivoire et la RCA. Je dis mais même la nationalité de Ouattara est illégale. D'accord, mais si en l'état, le professeur Michel Akange Touadéra brigue un autre mandat, ce sera aussi anticonstitutionnel. Et mais je vous dis, si quelqu'un est déjà illégal dans sa propre nationalité, par rapport à quelqu'un qui a qui est véritablement centrafricain, n'est-ce pas, et dans son pays, qu'est-ce qu'il n'a pas de droit? Ben, juridiquement, si on reste dans le cadre juridique, c'est un centrafricain, non? Je suis d'accord, mais un centrafricain qui alors que l'autre, même son identité n'est même pas... Il a une fausse identité. Est-ce que vous savez que M. Ouattara était poursuivi pour fausse identité? Eh bien, soit. Mais juridiquement parlant, si on reste dans les textes, que le professeur Akange Touadéra, soit dit en passant, président de la République centrafricaine, a juré de protéger, cette constitution prévoit que c'est 2 mandats. Et donc la question, les constitutions ne sont pas modifiables? Et justement, la question qu'on vous pose, c'est que si on modifie la constitution et qu'il se retrouve à 3 mandats, est-ce qu'il sera toujours aussi légitime? Mais que je dis, la constitution, c'est pour protéger qui? Le peuple. C'est pour le peuple, c'est pour la nation, non? Et si la nation se lève à 60-70% pour dire que nous on veut, par rapport à quelqu'un qui a coupé les têtes des gens pour avoir un 3e mandat, les têtes du peuple. Donc, vous voyez comment il faut savoir faire la différence entre les types de situations. On ne va que traiter Touadéra d'illégal ou bien parce qu'en réalité, comme il n'obéit plus au doigt et à l'œil de la France. Point. Mais nous les Africains, nous, le peuple centrafricain, nous sommes tous d'accord
que M. Touadéra doit continuer son travail au niveau de la RCA. Parce que la vérité, c'est qu'il a commencé des chantiers qu'il faut terminer. Parce que la vérité, il faut éliminer tout ce qui n'aide pas la Centrafrique à se mettre sur le bon chemin. Et ça, il ne faut qu'un homme comme professeur Alassane Touadéra pour le faire. Donc, le traité d'illégal, vraiment, c'est de la mauvaise foi. D'accord. Est-ce que vous pensez, on a parlé sur ce plateau de l'importance des révolutions populaires, mais d'abandonner l'idée de Messie. Est-ce que vous pensez que les chantiers engagés par Michel Archange Touadéra ne peuvent être réalisés que par lui, et donc il faut forcément passer par cette modification de la Constitution pour pérenniser les bases qui ont déjà été posées? Merci beaucoup, Rim, pour cette question. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les développements de mes prédécesseurs. Je pense que cette question doit être traitée avec beaucoup de sérieux. Et pour s'y faire, il faut le regarder en amont et en aval, c'est-à-dire il faut regarder la forme et les fonds pour cerner cette réalité et du côté de la Centrafrique. Déjà, dans la forme, il ne faut pas oublier que toute autre forme de révision constitutionnelle ou de modification de la loi fondamentale, d'abord, est une disposition constitutionnelle. Chaque constitution prévoit un article et une possibilité d'amender la constitution. Donc, en l'état, c'est par voie référendaire qu'on voudrait modifier. J'ai dit dans la forme. Oui, il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes pour amender une constitution. Ce n'est pas déjà le premier objectif pour lequel on peut amender une constitution, c'est pour la rendre perfectible. Parce que la constitution a pour mission d'administrer, c'est-à-dire d'organiser les cadres administratifs d'un pouvoir. La Constitution, c'est pour administrer un territoire, un peuple, dans un temps donné et dans des conditions historiques précises. Donc, première condition, on ne peut pas amender une Constitution juste pour se pérenniser au pouvoir. Cette disposition n'est pas légale. Dans la forme, je dis bien, dans la forme. Donc, sur ce point de vue, la modification constitutionnelle faite par M. Kagame Paul au Rwanda, ce que M. Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, ce sont des modifications illégales. Qu'est-ce qui les rend illégales? Parce qu'ils ont modifié la Constitution, non pour la rendre perfectible, pour l'améliorer, pour lui permettre... Sous quel prisme et sous quel je parle comme constitutionnaliste. Je dis que dans la Constitution, il y a une disposition qui permet à ces documents d'être amendés, mais seulement dans le but de la rendre perfectible. Qui juge de la perfectibilité a posteriori justement d'une Constitution modifiée? Vous avez tout à l'heure parlé d'un référendum. Il y a la procédure référendaire où il faut convoquer la population, c'est-à-dire une équipe c'est-à-dire vous convoquez la population par rapport à un besoin précis qui vous permet d'amender la Constitution, voyez-vous. Et lorsqu'il y a, par exemple, un blocage ou une situation qui n'est pas prévue par la Constitution, là vous pouvez appeler n'est-ce pas, convoquer le peuple pour connaître son avis, voyez-vous. Or, dans les cas échéants, il est prévu qu'une constitution, dans une constitution, il est prévu, par exemple, le mandat est limité à 2. Je dis bien dans la forme. Toute modification constitutionnelle visant à se pérenniser au pouvoir est illégale, dans la forme. Merci. Puisque la Constitution prévoit la limitation à 2 mandats. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les constitutions que nous avons en Afrique n'incarnent pas la volonté populaire, n'incarnent pas les aspirations profondes de nos peuples. En fait, ces constitutions ont été calquées sur les modèles coloniaux, sur les modèles des métropoles, de puissances qui ont colonisé l'Afrique. Et donc, on a calqué nos constitutions en fonction de leurs constitutions et nous les avons adaptées à des sociétés qui ne vivent pas la même réalité et qui n'ont pas le même racine culturelle, historique et, n'est-ce pas, anthropologique. Ça, c'est un danger. C'est ça le premier blocage. Maintenant, je pense qu'à l'état actuel, où l'Afrique a beaucoup de difficultés sur le plan politique, économique, sécuritaire, militaire et même sur le plan culturel, il est vraiment urgent que
nous puissions revisiter nos constitutions. Mais avant de revisiter cette constitution, il faut définir une vision de l'avenir vers lequel nous voulons tendre. Ça, c'est de deux. Maintenant, dans le fond, il faut quand même dire ici que la ligne prise par Touadéra, si vous le regardez dans le fond, est une ligne qui peut être salvatrice pour la Centrafrique. Alors ça me rappelle justement, ça me fait revenir à la question principale que je vous ai posée. Est-ce que Touadéra est le messie centrafricain sans lequel aucune autre révolution ne pourra passer? On a vu et on a loué sur ce plateau même les avancées faites, notamment pour se libérer des chaînes monétaires qui embrigadent le pays. Non, il a pris une alternative, il ne s'est pas libéré du franc CFA. Les francs CFA toujours consommés en Centrafrique. Ce sont des initiatives qu'on est en train de louer. Est-ce que justement, personne d'autre ne pourrait pérenniser, personne d'autre que lui ne pourrait pérenniser Votre question est fondamentale. Ça pose la problématique du leadership politique en Afrique. Nous n'avons pas de leadership. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la capacité d'un leadership est de permettre à une génération de continuer l'œuvre après nous. C'est ça le problème de l'Afrique. Déjà, nous avons une rupture entre les ascendants et les descendants. Nous avons un problème pour la succession du pouvoir, pour la transmission du flambeau, pour la transmission des valeurs. Ce qui fait que plus les aînés meurent, plus les anciens disparaissent, plus nous sommes coupés de certains nombres de valeurs, qui nous identifiaient à nos sociétés et qui étaient donc les socles de notre identité. Or, dans le cas de la Centrafrique, Touadéra, en 2 mandats, c'est vrai, ne pouvait pas accomplir tout son travail. Mais, n'est-il pas accompagné d'une grande équipe qui travaille avec lui? Touadéra n'a-t-il pas autour de lui des personnes capables de continuer à faire le travail qu'il fait? Parce que je vous rappelle qu'être président de la République n'a rien à foutre avec un doctorat. Vous pouvez avoir votre doctorat comme les Macky Sall, mais vous êtes nul politiquement. Voyez-vous, il y a des présidents qui n'ont pas eu de doctorat, comme le Sankara, comme le président Obiangema, mais qui ont fait de leur pays, qui avait une vision claire, la politique. Donc, il y a un décalage entre diplôme et vision politique. Et moi, je pense que quelqu'un qui a une vision politique doit savoir qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Or, le succès ne dépend pas de la pérennité au pouvoir. Le succès dépend c'est-à-dire de la continuité de ton œuvre après toi. C'est ça le succès d'une œuvre. Et moi, je pense que c'est ça les défauts de l'Afrique. Et Touadéra doit y penser, parce que la Centrafrique, et je suis par là, dans les conditions actuelles, des conflits, de l'insécurité, de la division ethnique qui est instrumentalisée de plus en plus par la France, et de l'exploitation sauvage des richesses du pays par des multinationales via les guerres, et qui ne bénéficient pas aux populations locales. Je pense que Touadéra, en tant qu'un homme intellectuel, mais qui a une vision de la Centrafrique, doit faire très très attention de ne pas tomber sous cette tentation-là de briguer un autre mandat quand une majorité du peuple n'est pas d'accord. Mais si le peuple l'accompagne dans cette vision-là, dans cette visée, parce que c'est une visée, si le peuple centrafricain l'accompagne dans la majorité, alors nous allons applaudir parce que nous pensons que la directive qu'il a prise peut être salvatrice pour la Centrafrique. Vous avez mis peu entre guillemets justement, et peut-être je reste avec vous pour une question directe, fermée, pour ou contre un autre mandat de Michel Lacan Touadéra, c'est ce qui me permettrait de faire la transition. Je n'ai jamais été pour, ou je n'ai jamais été contre un mandat de plus, mais je suis contre les manipulations constitutionnelles dans le seul but de se maintenir au pouvoir et non de les rendre perfectibles pour répondre aux besoins du peuple. Et j'ai eu la réponse du politicien. Vous, les politiciens, vous ne répondez jamais aux questions qu'on vous pose, vous répondez aux questions que vous avez. Parce que dans la question, il y a une idée, et dans cette idée, il y a un développement. Ben voilà, pour ou contre notre mandat, c'est ça, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, pour ou contre notre mandat du président Touadéra? Contre. Contre. Christelle Fonga, pour ou contre notre mandat du président? Oh, ben, moi, je suis très pour. Pour, d'accord. Très pour. Je reviens à vous, Maître. Le fait que la modification de la Constitution éventuelle en RCA passe par un référendum, suffit-il à légitimer cet appel du peuple et peut-être cet autre mandat que briguera Michel Lacanche? Je réitère, c'est tout le problème de l'Afrique. C'est tout le problème que nous aurons le long de ces débats, des réflexions que nous pouvons faire à l'extérieur des plateaux, c'est de mettre en place des approches systémiques pour ne plus être dans la gestion conjoncturelle des situations d'évolution dans nos différents États.
il faut relever de façon substantielle, le noter à corps et à cri, que les constitutions sur lesquelles s'adossent les États d'Afrique francophone sont des chiffons qui ont été mis en place, imaginez, et comme généralement, c'est peut-être une digression, mais comme nos hymnes nationaux, c'est pas des chants de ralliement, c'est des chants néocoloniaux qui ont été mis en place par des gens qui ne parlent pas d'Afrique, qui ne parlent pas de nos pays. Nos constitutions sont des pâles copies d'organisations internationales traversées dans les pays étrangers qu'on a mis chez nous avec l'idée précisément que cela ne pourrait pas participer à améliorer le développement et la construction de nos États. Parce qu'ils savent précisément que de là où nous sommes partis, dans les années 50-60, à là où nous voulons aller, ces textes-là ne sont pas des moteurs véritables de ce que nous devons être. Il faut observer. Parce que cette phrase est dite très souvent en Afrique et on le redit. On répète ça, ça devient un élément de langage que l'on finit par croire et admettre comme vrai. Quand on dit il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de... Mais non, quand on est un jeune État qui se construit dans cette... On a besoin de ça, les républiques ont besoin d'hommes forts. Les républiques ont besoin d'hommes forts. C'est l'orientation idéologique, c'est l'orientation patriotique de l'homme fort qui peut être un problème. Mais l'Afrique a besoin... D'ailleurs, si vous lisez l'histoire de l'Occident qui nous donne des leçons de ce point de vue, elle s'est construite sur des hommes forts. Quand on revendique Churchill, De Gaulle ou les autres, et même avant De Gaulle, Napoléon, quand on revendique Franco, quand on revendique Mussolini, quand on revendique, bon, on ne revendique pas publiquement Hitler, mais on utilise tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a organisé idéologiquement, tout ce qu'il a organisé politiquement. Il y a l'excroissance militaire là. Que on vilipende à gauche et à droite, mais à la vérité, l'Allemagne moderne est construite sur quoi? C'est sur l'idée que Hitler avait de son pays, l'idée de sa grandeur qu'il avait de son pays, c'est resté. Donc, on a construit l'Occident, on a construit l'Amérique sur Jefferson et les autres. Le Ghana, c'est quand même le Ghana de Jerry Rawlings qu'il a lancé, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas qu'on continue de nous donner l'impression que on peut mettre n'importe quel sous-fifre là et l'Afrique va se développer parce que on n'a pas besoin d'hommes forts. Non, ce sont les hommes forts. C'est pas antinomique avec votre position. Tu devrais me connaître très bien pour savoir que tu m'as posé une question fermée et je t'ai répondu. Mais après, demande-moi d'analyser à la fin mon point de vue, tu l'auras. Après, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous devons faire attention. Si on est légaliste, il faut qu'on admette une chose, c'est que le président Faustin Archange Touadéra ne peut plus se représenter. D'accord? Légaliste. Mais après, je vous ai dit que mon analyse avait 2 temps. Je pouvais pas raisonnablement répondre à ta question par oui, après l'analyse que j'ai faite sur le premier temps de mon propos. C'est-à-dire que analyser l'aspect légal de la question. À la fin de l'analyse politique de la question, j'aurai un autre point de vue. D'accord. Qui consistera précisément à dire que politiquement, l'Afrique a besoin de s'affranchir des mécanismes politiques hérités de la colonisation et qui ne traduisent pas, qui ne prennent pas en compte les réalités conjoncturelles de notre époque. On doit mettre en place des systèmes politiques qui soient suffisamment intégrateurs de nos réalités, qui prennent en compte ce que nous sommes et là où nos aspirations profondes. Et c'est ici que, je pense, le docteur Béni Chris relevait tout à l'heure que on ne peut pas modifier la Constitution avec pour seul objectif. Non, il y a les mécanismes dévolus à la modification constitutionnelle sont connus. Et on peut modifier ça pour un seul motif. La question n'est pas le motif. La question ici, c'est l'intentionnalité et le travail qu'abat l'homme politique qui demande la modification. Et je crois que ici, on revient encore au sempiternel problème que pose à la fois quelqu'un qui est très souvent avec nous sur ce plateau et nous avons espoir qu'il soit là encore aujourd'hui. C'est le doyen patient parfait d'homme qui a l'habitude de dire qu'il faut aller à l'unité politique de l'Afrique parce que cela permettrait de traiter au fond des questions comme celle-là. Puisque
cette question ne se poserait plus seulement pour un ou quelques États, ça deviendrait un véritable sujet que l'on mettrait sur la table. Et la mise en place de cette unité politique-là serait un bon motif, un bon prétexte pour balayer ces constitutions héritées de la colonisation et remettre en place de véritables idéaux politiques et juridiques qui reprennent ce que l'Afrique dit. Et donc, à partir de ce moment, les peuples bien éduqués, structurés idéologiquement, comprendraient quel est l'intérêt d'une modification constitutionnelle de tel ou tel type d'organisation dans leur pays. Il est 8h38 à Bangui et c'est là où nous vous amenons ce matin. Passion Parfait, donc bonjour. Avec vous, on va regarder ces manifestations. Elles datent de 4 jours. Une marée humaine de Centrafricains est sortie dans la rue pour dire oui au projet de modification de la Constitution en cours à l'Assemblée nationale. Alors, Passion Parfait, vous venez de vivre avec nous quelques instants de cette marche en soutien au projet de modification de la Constitution, lequel est pendant à l'Assemblée nationale. Michel Akange Touadéra court jusqu'en 2025, mais il y a des chantiers en cours. Alors, la question qu'on vous pose d'entrée de jeu, c'est est-ce que c'est représentatif de la volonté du peuple, ce qu'on vient de voir? Pensez-vous? Mais évidemment, c'est une manifestation qui se passe à Bangui. La Centrafrique, c'est 5 millions d'habitants. Si vous avez la possibilité d'avoir une foule de cette nature au cœur de Bangui, ça veut dire quand même qu'il y a une volonté manifeste de laisser le peuple dire son mot. Maintenant, je pense que on ne doit pas s'arrêter là. Une modification de la Constitution, je souhaite qu'elle passe par un référendum et non uniquement au niveau de l'Assemblée. Et à partir de ce moment-là, on pourra évaluer si oui ou non le peuple est d'accord avec cette nouvelle initiative. La plupart des modifications de la Constitution dans nos pays, surtout dans ce qu'on appelle encore le précaré français, sont souvent passées par l'Assemblée. On sait pertinemment que la plupart de ces assemblées sont des assemblées obèses qui font la part belle au pouvoir en place et qui ne donnent pas le ressenti réel ou bien la volonté, qui n'exprime pas la volonté réelle du peuple, si oui ou non faut-il modifier une constitution. D'abord, je commence par là en disant, pour le principe, je suis contre toute forme de modification de la constitution. C'est très dangereux. Quelle qu'elle soit. Non, j'en viens. Pour le principe, je suis contre la modification des constitutions. Et c'est très important. Dans le cas de la Centrafrique, quand même, je pense qu'il faut qu'on questionne. La Centrafrique, c'est quoi? D'où vient la Centrafrique? Quelle est la nature du pouvoir actuel par rapport à tout ce que la Centrafrique a eu comme régime depuis l'assassinat de Barthélemy Boganda? La Centrafrique, c'était un État failli. Un État où la France, il faut le dire ouvertement, faisait la pluie, le beau temps en fonction de ses humeurs. C'est en Centrafrique qu'on pouvait voir un président comme David Dacko venir prendre le pouvoir à Bangui, pratiquement en pyjama, depuis l'avion français qui le dépose sur le tarmac de l'aéroport de Bangui. Donc on a vu des bizarreries pareilles, où sur un coup de tête, Paris pouvait dire aujourd'hui c'est Rim, demain il dit non c'est Franklin, après demain il dit c'est Sango Pasto, etc., etc. Mais ce qu'il faut donc noter, et là où je suis
vous allez voir, je vais énoncer. En même temps, je dis, pour le principe, je suis contre. Mais maintenant, regardons, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique depuis un bon bout de temps? En Centrafrique, depuis un bon bout de temps, il y a une rupture. Ce que j'appelle, il y a deux types d'alternance. J'aime à l'expliquer. Le premier type d'alternance, c'est une alternance rotative. C'est-à-dire que les gens de même clan, qui ont la même vision, qui sont tous des hommes liges, ils peuvent être de l'opposition comme du pouvoir. De l'extérieur, il peut y avoir des mutations entre eux. C'est le cas du Sénégal souvent. On le voit souvent au Sénégal. Il y a des changements de pouvoir, mais en réalité, la politique reste la même. Exactement. C'est le cas du Cameroun. À peu près 60 ans d'indépendance, entre Aïdjo et Biya, c'est la même chose. Vous comprenez? Maintenant, on peut noter les évolutions dans la fin du pouvoir du président Biya, qu'on accepte, qu'on applaudit. Mais, du point de vue fondamental, c'est la même famille politique que nous appelons les ojulatistes. Bon. Mais dans le cas de la Centrafrique, il y a ce qu'on appelle une espèce d'alternative au système néocolonial. C'est une rupture qui est opérée avec le pouvoir de Touadéra, avec l'ordre préexistant en Centrafrique. Donc à partir de ce moment-là que nous avons enfin un régime qui fait l'effort de rompre complètement au vif les liens séculaires qui l'unissaient à Paris et qui en faisaient des États assujettis à l'ordre néocolonial. Il y a un nouveau paradigme qui s'est créé avec le président Touadéra qui essaie de se réapproprier de la souveraineté de la Centrafrique à travers lui et son peuple. À partir de ce moment-là, on ne peut plus lui imposer le même principe, j'allais dire complètement immuable et radical de l'alternance au pouvoir, parce que lui, il est dans une transition. L'État centrafricain est dans une période de transition pour en faire non un État qui dépend totalement de l'étranger, mais un État qui veut se doter de manière propre de ses propres institutions, de sa propre liberté, de sa propre indépendance et de sa propre souveraineté. Les constitutions, parlons-en. Pour la plupart des cas, je prends le cas du Cameroun, c'est le pays que je connais le mieux. Bon, le plus beau pays du monde, j'aime le dire, mais quand même. La constitution camerounaise a été rédigée, vous savez par qui? Entre 57 et 58 par un certain Duverger. Maurice Duverger, le grand constitutionnaliste français. C'est cette constitution qui va nous amener à l'indépendance. C'est cette constitution que depuis, on ne sait qu'il essaie de retoquer à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a jamais pu convoquer ce qu'on appelle une constituante. Je parle face à un bien avocat. Donc les Camerounais eux-mêmes, de manière libre ou autonome, ne se sont jamais assis pour structurer ce qu'on appelle la mère des lois qui organise l'ensemble de la vie de l'État camerounais. Ce sont les préceptes qui sont venus d'ailleurs, dont de temps en temps, on fait des petits replâtrages en changeant un article de la Constitution et en modifiant l'autre, etc., etc. Mais dans le fond, le fondement philosophique de la Constitution camerounaise, c'est une pensée venue d'ailleurs. Ce n'est pas une pensée endogène, propre aux Camerounais. Or, c'est dans cette Constitution qu'on retrouve tout. Tout. Quand je l'appelle la mère des lois, parce que toutes les lois tirent leur source de la Constitution. Et dans le cas, par exemple, de certains pays africains, on a vu souvent des lois qui sont, ou bien des décisions de l'exécutif qui sont prises, mais qui sont en contradiction avec la Constitution. Hein. Et je pense donc que pour le cas de la Centrafrique, soit par une seconde, on ne peut pas faire à M. Touadéra le procès de vouloir s'éterniser au pouvoir, parce que pour moi, j'estime que c'est une rupture entre l'ancien ordre colonial et une nouvelle Centrafrique qui est en train de s'affranchir de la tutelle française. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut consolider cette alternative au système néocolonial. Et pour le faire, nous avons besoin d'un homme qui est en accord avec cette vision, d'un homme et d'un groupe qui est en accord avec ce nouveau cap qui est donné pour la Centrafrique. Et on ne peut pas leur opposer justement ce sacré simple principe de la non-limitation de mandat qui m'est très cher. Parce que pour moi, on passe d'un État complètement à un autre. Le temps que les institutions centrafricaines soient assises, nous allons donc revenir maintenant à ce sacré simple principe, comme l'ont fait, comme le fait même les États-Unis, pour que, bon, maintenant que les choses sont éclaircies, on a débarrassé toutes les scories qui empêchaient l'expression pleine de la souveraineté de la Centrafrique. Maintenant, pour avancer. Vos voix comptent
Et vos avis nous intéressent. Partagez-les en commentaire sur notre page DBS TV. L'émission actuellement en stream. La Centrafrique qui est au cœur des débats ce matin. Modification de la Constitution, 7 ans sous-jacence à l'Assemblée nationale. Le peuple est-il en train d'appeler Michel Akange-Touadéra à un autre mandat qui serait anticonstitutionnel en l'état? Thomas Sankara nous dit que toutes ces constitutions ont été élaborées par le colon, d'où la refondation de la nation est nécessaire et cette refondation passe par la constitution. Voilà la vérité. Alors peut-être pour être cohérent, parce qu'un parfendum dit qu'on ne peut pas faire un procès à Michel Akange-Touadéra de vouloir changer la constitution et peut-être de briguer un autre mandat. Le procès a été fait à Alassane Dramane Ouattara dans un autre contexte. Alors est-ce que ce n'est pas deux poids deux mesures dans cette sphère politique? Et plus encore, je pose la question, Passion Parfendum, ce n'est pas pour moi que je la pose, je pose pour les téléspectateurs. Il faut que je reste cohérent. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas, de façon plus globale, donc, harmoniser les révolutions de manière à ce que un jour on ne critique pas l'un pour ce qu'il a fait et un autre on adobe l'un pour la même chose faite ailleurs? Non, mais monsieur Rim, votre question est pertinente. Elle a raison d'être posée. Et de la manière qu'elle est posée, exactement, elle devait être posée comme ça. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un Touadéra dans la forme par rapport à un Ouattara qui a brigué le 3e mandat? S'il le fait, il n'est pas différent de Ouattara dans la forme. Je l'ai dit dans mon propos préliminaire. Dans la forme, nous sommes dans une même procédure. Voyez-vous, ce que Kagame a fait, ce que les autres font chaque fois, c'est la même chose. Mais dans la forme. Et là, je pense que Parfait n'était pas là quand je prenais ma parole, mais littéralement, il a emboîté le pas ce que j'ai dit. Nous sommes dans une mutation systémique majeure pour l'Afrique. Et il faut le dire. Donc, nous sommes en train de partir d'un ordre ancien qui donnait beaucoup de pouvoir aux métropoles occidentales, vers un ordre qui redonne enfin les pouvoirs aux peuples africains, de décider par eux-mêmes de l'avenir vers lequel ils veulent tendre. Et je vous l'ai dit que M. Touadéra est dans cette dynamique-là. Voilà pourquoi j'ai posé la problématique sous la forme et le fond. Et donc, dans les fonds, les opérations menées par Touadéra ne peuvent pas être pareilles avec celles menées par un certain Alpha Condé ou un certain Dramane Alassane Ouattara, dans la mesure où, pour l'un ou pour les autres, c'était juste pour maintenir les intérêts de l'Occident, pour mieux servir les intérêts de l'Occident, et rien de la vie des Africains, rien de ce que les Africains, c'est à quoi les aspirants aspirent, n'est mis sur la table. Mais par contre, Touadéra, ayant constaté l'inexistence ou l'impuissance totale de l'État centrafricain et la mauvaise coexistence communautaire ou du moins instrumentalisée par les colons, veut dans cette dynamique-là impulser une nouvelle vision d'une Centrafrique qui appartient réellement au peuple centrafricain. Mais seulement, voici les dangers. Les dangers, je les trouve dans une citation que Moussé Laurent Désiré Kabila avait déclarée un an avant sa mort. Il a dit, c'est dangereux de changer une partie du système sans changer l'ensemble, car le changement d'une partie d'un système reproduira le même symptôme dans l'avenir que ce que le système a généré durant son temps. Donc, en réalité, modifier un article d'une constitution qui n'incarne pas les aspirations du peuple reproduirait les mêmes conséquences que la Centrafrique a déjà subies, parce que la Centrafrique resterait en fait dans le même système. Après Touadéra, la Centrafrique resterait dans le même système, puisque cette constitution-là ne représente pas, n'est pas l'émanation d'une vision authentiquement centrafricaine. Donc, je pense que là, c'est là où moi j'interroge beaucoup des hommes politiques africains. Ils n'ont pas le courage de dire, je change cette constitution une fois, pour que nous puissions aller, par exemple, vers du régime présidentiel ou du régime parlementaire, vers tel régime. Je reste un peu plat, je ne vais pas aller au-delà, mais nous changeons telle constitution par rapport à tel système de gouvernance qui n'est pas propre à notre vision. Nous allons vers telle constitution parce que celle-ci incarne la vision que nous voulons du monde. Ça, beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas ce courage-là. Malheureusement, nous sommes là à nous contenter des petits pas.
Et je crois beaucoup à la politique des petits pas. Et je pense que ce que Touadéra est en train de faire, c'est un petit pas, mais qui est géant par rapport aux circonstances actuelles. Mais seulement, j'ai dit au président Touadéra, il faut considérer que le changement d'un seul article ne change en réalité pas toute la Constitution. Parce que cette même Constitution qui n'a jamais servi les intérêts des Centrafricains, étant donné qu'elle reste là, reproduirait les mêmes conséquences dans votre gestion du pouvoir si vous ne pensez pas à un changement global de cet outil de travail. Mais bon, allons-y doucement. Peut-être que demain, il va réviser d'autres lois. Mais il ne faudrait pas qu'il tombe maintenant dans le piège de je change la Constitution pour me maintenir. Après 10 ans, je change la Constitution pour me maintenir. Parce qu'une fois que vous vous maintenez au pouvoir, vous créez des rébellions. Des gens qui ne sont pas pour votre gestion du pouvoir, ils vont se révéler, et ils vont vous faire face. Déjà, la Centrafrique souffre beaucoup de cette problématique des rébellions fomentées, financées par les multinationales qui pillent les ressources de la Centrafrique, alors que, mon ami, paradoxalement, le peuple centrafricain est l'un des peuples les plus pauvres du globe. Et ce pays-là est un pays riche. Voyez-vous, je pense que Touadéra doit comprendre toutes ces données-là. Et aujourd'hui, il faut se le dire, puisque nous avons toujours tendance à dire que aller vers la Russie est une révolution majeure, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Vous savez pourquoi? L'Angola a beaucoup souffert de cette guerre froide qui opposait l'Occident et la Russie, ou les blocs soviétiques et l'Occident sur son territoire. Pendant combien d'années l'Angola a subi ces choses-là? Donc je pense que l'Afrique ne doit pas être victime d'une guerre de puissance entre les blocs soviétiques et les blocs occidentale. Il faudrait à tout prix, je chute par là, il faudrait à tout prix penser à une chose. Longtemps, la Centrafrique n'avait pas une armée, vous le savez. Oui. Aujourd'hui, la Russie est en train de former une armée en Centrafrique. Mais je vous pose la question. Est-ce la Russie est capable de former une armée véritablement républicaine, ou est-ce la Russie est en train de former juste des éléments de la sécurité présidentielle? C'est ça la question. On reviendra peut-être sur ce débat. Donc Touadéra doit réfléchir à ça. Il doit réfléchir à ça pour ne pas soumettre la Centrafrique à d'autres réalités que les Centrafricains ne seront pas gérés après lui. D'accord. Mais pour l'heure, la réalité ou alors ce qui fait les choux gras de l'actualité en RCA, justement, ce sont ces manifestations pour une constitution modifiée, un appel à se représenter. Peut-être cet appel est partagé par certains téléspectateurs qui nous écrivent, JP Color, qui nous dit qu'un nouveau mandat est nécessaire au président Touadéra pour continuer son œuvre de construction nationale et trouver son remplaçant, un vrai panafricain. Est-ce que cela ne peut pas se faire dans les 3 ans qui lui restent, constitutionnellement parlant? Mais parlons plutôt avec vous, Christelle Fanga, des prismes d'analyse. Sous quel levier d'analyse devrait-on légitimer un hold-up constitutionnel ici et diaboliser un autre là-bas? Qu'est-ce qui fait d'une modification de la Constitution un bien pour le peuple ici et une tare à condamner de l'autre côté? Ben, écoutez, je pense que on gouverne pour le peuple. On gouverne pour l'émancipation, la souveraineté, la liberté, la prospérité d'un peuple. Si vous devenez le bourreau du peuple et que vous voulez modifier la Constitution, ça devient un hold-up. Mais si vous modifiez la Constitution parce que l'œuvre de prospérité, l'œuvre d'émancipation, l'œuvre de souveraineté, l'œuvre de liberté doit continuer, alors vous êtes le Messie. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, ne soyons pas naïfs. Tous ceux qui sont traités aujourd'hui de putschistes, de je ne sais pas quoi, de tous les noms, selon l'Occident, mais vous allez retrouver que c'est en adéquation, ils sont en accord parfait avec le peuple. Comment savoir donc que c'est le peuple? Parce que je précise que s'il y a 4 jours, des milliers de personnes ont défilé dans les rues, un peu plus tôt, c'était en mai, lorsque cette constitution a été, ce projet a été introduit à l'Assemblée nationale, un parti, ou plutôt un bloc, dénommé Bloc républicain pour la défense de la Constitution, a réuni 20 partis d'opposition et ils ont également manifesté en masse contre ce projet. Donc, où se trouve donc le peuple? Mais on connaît la manipulation. On connaît la manipulation. Comment sait-on que c'est la manipulation ici et que ce n'est pas la manipulation là-bas? Nous avons des grilles d'analyse et nous savons que nous connaissons la Centrafrique au moins.
nous savons quand même, vous savez, il y a eu une opposition, soi-disant, à l'élection présidentielle qui s'est formée, une coalition de l'opposition avec M. Bozizé et tout le reste. On sait, parce qu'en fait, on connaît la manipulation française, parce qu'il fallait absolument faire partie, M. Archange Touadéra. Mais nous savons aujourd'hui que le peuple centrafricain a voté massivement le président de la République de Centrafrique. Donc, je pense que aujourd'hui, notre plus gros problème en Afrique et dans ces différents... La Constitution en elle-même est un problème. Je dis bien la Constitution en elle-même est un problème parce que l'esprit qui a constitué la Constitution est un esprit démoniaque. Oui, le colon, si le colon vient vous instituer une constitution, c'est d'abord pour ses intérêts et non pour les intérêts du peuple. Vous allez retrouver dans les constitutions où on fait la part belle aux sociétés étrangères, où c'est institutionnalisé, hein, donc c'est inscrit dans la constitution que non. Si le pays est en danger, le seul habilité à peut-être diriger le pays, il y a une constitution qui le disait, où l'ambassadeur de France est habilité à prendre les commandes du pays et appeler la France au secours pour venir intervenir si le chef d'État se trouve en difficulté. Il y a des constitutions qui disaient des choses pareilles. Vous voyez un peu, qui habilite un étranger à prendre le commandement du pays. Donc, quand on a ce genre de constitution, il faut mettre, je crois que c'est Béni Christ qui le disait, il faut aplanir, il faut vraiment mettre dans la machine à broyer. Prendre tout ce document-là, mettre dans la machine à broyer le papier, n'est-ce pas? Ça broie tout ça. Et maintenant, c'est quand même un brillant mathématicien, donc un intellectuel. Et il y a quand même des juristes de haut volt ici sur ce plateau qui peuvent aller en Centrafrique et dire, bon, ok, on peut vous faire une nouvelle constitution. Et soyons-en sûrs, tous ceux qu'on a appelés pour faire des constitutions, il y a ceux qui portaient les germes de la guerre. Il y a des constitutionnalistes qui ont introduit le germe de la guerre dans les constitutions. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez retrouver que les germes de la Constitution, les germes de la guerre étaient introduits dans la Constitution. Par exemple, le concept de l'ivoiriété, c'était un concept où on a mis, vous comprenez peu, dans la Constitution, un poison qui devait détruire les Ivoiriens. Donc, il faut un nettoyage complet de ces constitutions-là qui doit permettre aux vrais patriotes, aux panafricanistes. Si nous sommes dans le débat panafricain, ça veut dire que nous défendons l'idéologie panafricaniste, n'est-ce pas? Cette idéologie panafricaniste veut que celui qui gouverne, celui qui dirige, et d'ailleurs je profite pour saluer le docteur Yamtimba, qui est souvent votre panéliste ici, qui a élaboré tout un plan où il faut que les panafricanistes d'ici 2025, je crois, une brochette d'années, prennent le pouvoir, qu'on ait plusieurs élus, que ce soit mairie, député, président, à tous les strates de la société, que des panafricanistes prennent le pouvoir, et je suis très d'accord avec ça, pour qu'on puisse apporter une nouvelle vision, parce que la rupture avec l'ordre colonial, comme le disait Parfendom tout à l'heure, est très important. Il faut la rupture. Et quelqu'un qui s'inscrit dans la rupture, nous l'applaudissons des deux mains. Vous ne pouvez pas un seul instant comparaître le hold-up qui s'est fait en Côte d'Ivoire et ce qui est en train de vouloir se faire, la modification de la Constitution qui est en train de vouloir se faire en RCA. Quelqu'un, elle a d'abord une fausse identité. Il faut le rappeler. Quelqu'un a une fausse identité. Quelqu'un est arrivé au pouvoir par les armes. C'est-à-dire par les armes, parce qu'on peut arriver par les armes pour sauver le peuple. Mais il est arrivé par les armes en tuant le peuple. Vous voyez un peu, parce qu'on a vu des manifestations en Côte d'Ivoire sur le pont d'Abobo, où l'armée française a arrosé les gens avec la bénédiction de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas dire que ce genre de personnage, s'il modifie la Constitution, on doit lui donner le black sir parce que non, c'est possible. Non, c'est des criminels. Alors qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est au pouvoir, qui veut le bien de son peuple, qui défend son peuple. Vous avez un pays qui a été divisé en 1000 morceaux. Quelqu'un réussit quand même à le recoller. Il recolle les morceaux, Là, vous savez que Bangui, la RCA, ce n'était que le centre-ville. Point. Ça s'arrêtait là. Là, il n'y avait plus la vie ailleurs. Vous allez au quartier le plus célèbre de Bangui, qui est le kilomètre 5, c'est un Nomasland. C'est-à-dire, chacun faut faire sa loi. Les groupes rebelles font leur loi. Chacun a son petit territoire. Le boutiquier est là dans son petit territoire avec ses armes et ses rebelles. Il fait sa loi.
aujourd'hui que le pays est à au moins à 70-80% récupéré entre les mains de la rébellion, pourquoi ne pas acclamer des deux mains et dire que ce monsieur doit récupérer le pays d'abord à 100% et que tous les frères centrafricains qui sont des petits voleurs, des petits pickpockets qui arrachent et qui avec des motos qui arrachent les porte-monnaies des femmes un peu de partout doivent revenir dans leur pays. Pourquoi ne pas accepter que ce monsieur continue à diriger le pays pour la prospérité? Et un contournement extrêmement important, il faut le dire. Le contournement du franc CFA avec le Sango Coin qui a été mis en place. C'est extrêmement important. Ça, c'est une rupture extrêmement importante. Ça, il faut se le dire clairement. Je ne connais pas les mécanismes de Bitcoin ou bien de comment ça fonctionne. Je ne veux même pas savoir. Mais si un seul instant, n'est-ce pas, ça permet que je n'utilise plus la monnaie coloniale, alors là, bénis le Seigneur pour cette grâce que nous avons en Centrafrique, le professeur Archange Touadéra. Modifie la constitution, Avina Eterna, tu restes au pouvoir. D'accord. Thomas Sankara nous dit sur notre plateforme Sacré Fanga, le problème de fond est que le peuple veut Touadéra Archange Faustin et ce dernier a les mains liées par cette mascarade de constitution mise en place pour piller les ressources de la RCA. Voilà la vérité. Il semble détenir la vérité, Thomas Sankara. Merci en tout cas et on continue à attendre vos avis en commentaire. Passion Parfendum, l'analyse première que vous avez dressée, c'était une analyse sur le plan légal. Modifier la constitution est anticonstitutionnel. Mais voilà, il y a une analyse politique et Maître Nguyen-Dieu Franklin en parlait. Ce serait peut-être bien pour les Centrafricains que Michel Archange Touadéra rempile après 2025. Mais la question, justement, il y aura bien un après Michel Archange Touadéra. En quoi ce sera différent un troisième mandat, puisqu'il finira bien par partir un jour? Mais je reviens, je l'ai dit dans mon propos, j'ai bien expliqué. Je dis, si nous sommes dans une continuité des relations avec la position de dominant à dominer qui fonde, dans le fond, nos relations avec les forces impérialistes étrangères, la modification de la Constitution pour permettre au président Faustin Archange Touadéra de remplir ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Et c'est pour ça que dans le principe, je suis contre les modifications de la Constitution dans ce que j'appelle le précaré français. Parce qu'en gros, elle ne sert qu'à perpétuer une politique d'acceptation de l'assujettissement, je l'ai dit, du fait que nous sommes des comptoirs coloniaux des autres. Mais une modification, une refonte de la Constitution, parce que modification et refonte, encore que c'est deux choses différentes, qui passe d'abord par voie référendaire, dont on consulte le peuple. Moi, j'aimerais, du point de vue de mécanisme que cela a mis en place, c'est-à-dire de la façon de faire. Premièrement, que les gens qui veulent procéder à cette refonte de cette constitution proposent leur refonte au peuple, qu'il y a des discussions. Il se sûrement que ce sera peut-être le moyen par lequel ce projet va se Voilà, qu'il y a des discussions au sein de la société centrafricaine. Que ces discussions soient sanctionnées par un référendum. Et que par voie référendaire maintenant, les Centrafricains puissent se doter de cette nouvelle outil qui fonde complètement l'organisation de leur société. Je rappelle que dans la constitution actuelle, elle a été tellement mal fabriquée que je peux vous dire que, parce que c'est une fabrication, excusez-moi, mais c'est ça qui est la vérité, le président peut prendre une décision, le président de l'Assemblée la bloque. Dans la constitution actuelle centrafricaine. C'est-à-dire que le président peut être nommé ministre, le président de l'Assemblée dit que tu n'es pas ministre. Et ça bloque tout. Vous avez déjà vu ça où? Ça n'existe nulle part qu'en Centrafrique. Donc, et cette constitution a été adoptée sous la pression de Paris. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que Paris voulait justement créer une espèce de dichotomie au sein du pouvoir de telle manière qu'il y a une dualité qui ne permet pas l'exercice plein et entier, n'est-ce pas, de la souveraineté de la Centrafrique. Donc pour moi, j'insiste, le principe, c'est non aux modifications des constitutions pour pouvoir permettre à des individus de remplir. Mais dans le cas de la Centrafrique, je dis que c'est l'exception qui va confirmer ces règles. Si je peux m'exprimer ainsi, dans le cadre actuel. Surtout que nous sommes en train de voir en Centrafrique quelque chose qui s'opère, qui fait le bonheur de tous les Africains.
C'était une rupture totale, ce que j'appelle une alternative au système néocolonial. Ce n'est pas une alternance entre les copains et les coquins, comme on a l'habitude de le voir ici chez nous, dans le précaré français. C'est une rupture qui crée une nouvelle alternative au système france-africain et néocolonial. Et celui-là, il a la bienvenue. On ne peut qu'applaudir. Maintenant, pour consolider cette nouvelle démarche, cette nouvelle orientation, cette liberté retrouvée et cette indépendance centrafricaine, si pour cela, il faut d'abord asseoir les bases sérieuses de cette nouvelle république, c'est comme ça que moi je vais l'appeler, mais pourquoi pas laisser le président Touadéra continuer son œuvre? D'accord. Mais après, il faudra quand même que le président Touadéra se continue à fabriquer pour la suite, n'est-ce pas, une génération qui va poursuivre, n'est-ce pas, sa vision et la vision du peuple centrafricain, c'est-à-dire une vision d'indépendance, de liberté, d'autonomie et de souveraineté. Parce que justement, là où il y aura un hic, c'est qu'après cette phase de transition transitionnelle, que le président Touadéra veuille faire, comme je vois souvent certains qui estiment que sans eux, l'État n'existe pas, ça aurait été une faute. C'est-à-dire qu'il aurait ramené dans la nouvelle République l'État du système néocolonial que nous combattons et contestons tous les jours sur votre plateau. Bah voilà, et justement, ad vitam aeternam devrait-il rester là comme le Messie tant attendu? C'est le cas, c'est ce que veut en tout cas. Oui, mais c'est un jugement quand même a priori pour l'instant. Non, il faudra qu'on le juge a fortiori, parce que sinon, oui, c'est un jugement a priori. D'accord. Alors, on va en parler justement de ce système néocolonial tant décrit aujourd'hui. Dans les années 70-71, un intellectuel camerounais, philosophe, Massien Toa, pense l'idée d'une, ou déconstruit l'idée d'une philosophie universelle et pense à une philosophie négro-africaine inspirée par Cheikh Anta Diop. Est-ce qu'aujourd'hui, les jurisprudences telles que Assimi Goïta et peut-être Doumbouya qui est en train de revenir dans le côté panafricain et pour le cas d'espèce Michel Akanj Touadéra sont en quelque sorte les pionniers d'une nouvelle démocratie à l'africaine? Est-ce que c'est ça? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on coltine à Afrique le mot démocratie. On pourrait bien s'affranchir de cela. De ça, chaque peuple a son modèle de gouvernance. Vous ne verrez dans aucun livre en Chine le mot démocratie. C'est bien cela tout le problème. Il est dans le fait que on s'est imposé des réalités venues d'ailleurs. En fait, on s'est accommodé des outils de la prison dans laquelle on nous a enfermés. On a commencé à dire comment on peut même bien utiliser la chaîne là, comment on peut bien utiliser les ciseaux là. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire qu'on pourrait bien utiliser un outil comme la Constitution qui a été pensé par des gens de façon extrêmement claire et sans qu'il ne subsiste même un doute. L'idée que ça a été précisément fait pour nous asservir. Les constitutions ont été faites en se disant, ok, comme ces gens-ci veulent à tout prix l'indépendance, donnons-leur un outil qui va maintenir notre pression sur eux. C'est un cheval de Troie, les constitutions telles qu'elles sont faites chez nous. Il est important qu'on s'en affranchisse. Moi, je crois que le débat est plutôt simple. Ou on veut une solution systémique, et on apporte une solution systémique à un problème qui est tout autant systémique, ou on adopte des approches conjoncturelles comme ça, avec le risque, et tu vois très bien la complexité du sujet, mon cher Rim, c'est que même le doyen, après toute son analyse, reconnaît que c'est après. C'est a posteriori qu'on va pouvoir apprécier ce que le président Faustin Akanj Touadéra a fait, parce que il est au carrefour de quelque chose de très important. Un défi. C'est un défi colossal. Parce que il va créer la jurisprudence de la bêtise ou de l'excellence. C'est-à-dire que ce qui se passe en Centrafrique, il est là, au cœur de quelque chose de fondamentalement important. Nous, en tant que panafricanistes, avec la façon dont il a accédé au pouvoir, qui sont, de mon point de vue, des critères objectifs. C'est-à-dire qu'on devrait sortir, on ne doit pas avoir peur de dire ça. Objectivement, il est une exception, parce que tout avait été fait pour qu'il ne fût pas là-bas. Il y est, c'est une vraie exception. Maintenant, le travail qu'il fait depuis quelque temps montre très bien que il a compris les enjeux de sa position et il est en train de se structurer. Il a besoin de temps, assurément. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ça ne peut pas se faire avec lui seul.
Le vrai enjeu, c'est sa capacité à systémiser le changement, c'est-à-dire à faire en sorte que ça ne le concerne pas seul. Et je prête la réflexion que faisait le docteur Béni Christ quand il a dit l'armée qui est en train de se construire là-bas, est-ce une armée pour son salut personnel ou une armée pour la protection générale de la Centrafrique? Il me semble que cette question doit être claire. Ça doit être systémique. Il doit mettre en place un système d'autonomisation pour aujourd'hui et sur le long terme de la Centrafrique. Il doit créer des hommes. Parce que un homme politique de cette envergure-là, avec cette ambition, ne peut pas réussir s'il ne s'accompagne pas, s'il ne s'entoure pas, s'il ne crée pas une élite politique centrafricaine capable d'incarner la disruption qu'il représente aujourd'hui. Sinon, effectivement, on va revenir non pas à l'homme politique fort qui crée une nouvelle destinée pour son pays et qui crée un phare pour l'Afrique. On va s'apparenter effectivement au Messie qui est venu pour être général, amiral, l'autre c'est quoi, maréchal et tout ça. C'est-à-dire que tous ces, moi je les appelais des comiques de cirque, tous ces comiques de cirque qui ont gouverné les États africains en se drapant de vêtements de rois alors qu'ils n'étaient même pas des valets de cour. Donc, ce que je veux dire, c'est que actuellement en Centrafrique se joue quelque chose de particulièrement important. Entre l'égalité et légitimité, le président Faustin-Archange Touadéra est au carrefour. Il doit faire des choix importants. Le premier choix, on l'a relevé, mais il me plaît de le réitérer. C'est que la modification constitutionnelle qui est en train de se préparer ou qui se préparerait dans ce pays-là doit passer par le référendum pour être frappé du sceau de la légitimité populaire. Il est important de revenir à cela. On pourra aussi dire que d'autres présidents font ça, mais c'est rare en Afrique, les modifications constitutionnelles qui ont été référendaires. Parce que, pour une raison simple, c'est que précisément, pour reprendre le propos de Dr Béni Christ, ça a rarement été fait dans l'intérêt du peuple. Donc, si vous êtes sûr d'avoir l'assentiment de votre peuple, allez chercher la légitimité, parce que c'est la loi fondamentale, parce que c'est la loi de votre pays, c'est le cœur de la vie juridique, de la vie administrative et politique du pays. Il est important d'aller expliquer aux gens, voilà ce que je veux modifier. Et puis, il est aussi important de se dire que la loi constitutionnelle ne se résume pas à la limitation des mandats ou à l'illimitation des mandats. Il faut qu'on regarde dans le corpus constitutionnel l'ensemble des autres aspects qui peuvent accompagner le développement. Parce que je me dis, j'ai la faiblesse de penser que le président Faustin-Archange Touadéra voudrait profiter de la modification constitutionnelle pour mettre en place implémenter plus durablement un certain nombre d'idées novatrices qu'il a. D'accord? Mais il est abscon de penser que il n'y a que la modification de la limitation des mandats de la Constitution qui soit un goulot d'étranglement dans cet océan de pièges que l'Occident sème en Afrique via les constitutions. Donc, je ne sais pas quelle est la loi, je n'ai pas eu l'occasion de voir la proposition qui est faite, mais je veux espérer que ce ne soit pas seulement le mandat qui soit en question, mais qu'un ensemble de règles accompagne la limitation des mandats, la modification de la limitation des mandats, pour donner une plus grande bouée d'énergie à ce pays-là, pour qu'il se mette en place. Parce que ouais, je sais que tu vois que tu me regardes déjà. On pourrait développer cet aspect. C'est très important. Mais il est important de relever quelque chose pour l'Afrique cette fois-là. Regardez combien ça serait facile pour le président Faustin-Archange Touadéra si ça se faisait dans la CEMAC. Regardez combien ça serait facile si ça se faisait plutôt dans la CEMAC. Regardez combien ça serait facile. Regardez comment ça va être difficile d'être seul à faire ça, à lancer ce processus. Regardez jusqu'où pour la Centrafrique, ce petit État, petit en termes pas de superficie, pas de richesse, mais petit en termes de poids démographique. D'accord? Regardez ce que ça pourrait être si c'était 60 millions d'Africains francophones. Donc 2, 3, 4, 5 pays qui se mettaient en place pour dire, imaginons quelque chose qui nous parle à nous tous, avec des spécificités géographiques, géopolitiques, mais
qui nous parle à nous tous. Regardez comment ça pèserait, combien ça serait lourd et combien ce serait beaucoup plus facile à le faire entendre, un, aux enfants d'Afrique, deux, à tenir. Parce que derrière, l'Occident ne va pas rester les bras croisés. Ils vont attaquer. Il y aura, je suis à peu près sûr, que dans les semaines, les mois qui viennent, il va avoir une déferlante médiatique pour diaboliser et ensauvager la vie politique en Centrafrique. Parce qu'il y a même des rébellions. Ça va venir. Il faut s'y préparer. Je veux penser que les autres chefs d'État regardent ça, qu'ils écoutent ça, et que fondamentalement, on va remettre en question. Je crois que c'est là aussi que nos intellectuels, comme je dis souvent, nos intellectuels gagneraient à laisser quelque chose au continent. C'est que on devrait conceptualiser. On devrait conceptualiser des notions d'organisation sociale qui ne s'appuient pas sur des préceptes gréco-romains. Maître, la CAC et la CEMAC aujourd'hui, on parle de fusion depuis des années. Aujourd'hui, on parle de la refonte du franc CFA depuis à la BEAC, mais il y a un blocage profond. Vous comprenez un peu? On est en train de parler depuis 2 ans, on dit, on ne fait absolument rien. Donc, pensez à un regroupement régional pour apporter des solutions concrètes comme celle-là, vraiment, c'est un leurre. Parce qu'en fait, on a un problème sérieux dans notre sous-région. C'est que la plupart de nos dirigeants sont encore des francophiles. Mamadou de Lakamane nous dit: son excellence Touadéra peut faire en sorte que l'État soit mobilisé pour animer les débats aussi bien à l'Assemblée nationale et les médias, afin que le peuple puisse avoir les tenants et aboutissants de la modification de la Constitution provisoire, entre guillemets, pour proroger son mandat afin de finaliser son programme. Et justement, docteur Bénicris, avec vous, questionnons ce prolongement éventuel du mandat. Qu'est-ce qu'il fera en 5 ans qu'il n'a pas fait en 10? Pourquoi est-ce que les Centrafricains devraient lui renouveler provisoirement et peut-être éventuellement leur confiance? Son mandat court jusqu'en 2025, ça fera donc 10 ans. Est-ce qu'il... Quelle est la preuve qu'on peut lui refaire confiance après 10 ans? Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire en 5 de plus qu'il n'a pas déjà fait en 10? Mon frère Rim, nous avons un problème très complexe. Vous avez vu comment, de part et d'autre, des avis apportés sur ces plateaux, on convoque l'Afrique tout entière. Pour vous dire combien cette problématique n'est pas seulement limitée à la Centrafrique. Et combien elle est très complexe, la problématique que vous avez posée sur la table. À mon humble avis, le problème n'est pas celui de modifier ou de ne pas modifier la Constitution. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que, regardez l'ANC en Afrique du Sud. Depuis Mandela, vous n'avez jamais vu un autre parti politique gouverner ces pays. C'est comme ça pendant 100 ans. L'ANC. Vous savez pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a d'abord une vision. Le problème n'est pas celui d'homme, c'est celui de la vision. C'est ça le problème fondamental. Quand Touadéra avait modifié la Constitution, est-ce pour l'implémentation de la vision qu'il porte pour la Centrafrique ou juste pour se maintenir au pouvoir? Puisque je ne ferai pas dans 10 ans ce que je n'ai pas pu faire en 1 an. Ne vous y trompez pas. Laissez un élève dans une salle de classe. S'il n'a pas été, moi je suis un enseignant, s'il n'a pas été capable de résoudre un questionnaire pendant 30 minutes, donnez-lui 3 heures de temps. Il peut rester là à tourner autour parce qu'il n'a pas compris les questions posées. Moi, je pense que la problématique liée à l'amendement, à la modification de la Constitution doit reposer sur la compréhension des problèmes fondamentaux des Africains en général et donc des problèmes fondamentaux du peuple centrafricain en particulier. Comment est-ce que l'homme Touadéra comprend les problèmes fondamentaux de la société dans laquelle il vit? Voyez-vous, avant d'implémenter sa vision, est-ce que Touadéra il va en tant qu'homme politique ou en tant qu'homme d'État? C'est là aussi le problème. Parce que l'homme politique regarde, comme je l'ai dit souvent, les prochaines élections. L'homme politique voit la pérennité de son pouvoir. Comment ferait-il pour rester au pouvoir? Mais un homme d'État regarde loin. Il pense aux générations futures. Vous avez vu Mandela, il a fait un mandat, il est parti. Il n'est pas moins que les présidents qui font 100 ans au pouvoir. Voyez-vous, je pense que quand on cite même les personnalités en Afrique, des présidents qui ont fait déjà 50 ans au pouvoir, on ne les cite même pas à la cheville de Mandela. Mais Mandela n'a fait qu'un mandat. Il avait compris ce qu'on appelle la vision. Il a laissé les cadres, il a dit aux gens, continuez la vision.
Moi, je m'écarte, je vous regarde. C'est ça la voie de la sagesse. Donc, je pense que le succès de Mandela... Et le résultat, c'est quoi? Non, on n'arrive pas là-bas. On n'est pas dans les débats de fond. Non, mais le résultat, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans les débats de fond. Non, nous sommes d'abord dans la quand forme. vous prenez de bonnes... c'est un très bel exemple, n'est-ce pas? Mandela a laissé quoi? La prospérité sud-africaine. Là aussi, c'est discutable. Laissez-moi d'abord continuer. Rien. Laissez-moi d'abord continuer. Laissez-moi d'abord C'est le continuer. plus gros hold-up qu'on a eu en Afrique. Mandela. Le plus grand hold-up. La preuve en est, on est toujours dans la pauvreté. Merci, c'est une autre Ce question. sera peut-être un débat remis sur la table. Mais bien sûr, il ne faut cher- pas prendre des références comme Mandela parce Je que suis c'est la d'accord, tromperie occidentale. je suis d'accord avec vous, Cher monsieur, Christelle, s'il vous monsieur plaît. Christelle. Merci. Mais je On dis que reviendra dans la peut-être sur Mandela un autre dans la jour. forme, c'est bien prouvé que ce n'est pas la longévité au pouvoir qui fait de vous un bon chef d'État ou qui vous permet d'implémenter votre vision. Mais là, j'emboîte les pas à Franklin qui disait, quand c'est une dynamique de groupe, quand c'est une vision bien comprise à la base, vous avez plus de chances que même si vous n'êtes pas là, que cette vision-là soit implémentée. Et voilà pourquoi j'ai interrogé. J'ai dit, est-ce que Touadéra y va en tant qu'homme politique ou en tant qu'homme d'État? S'il est un homme d'État, ça veut dire qu'il a une vision pour la société centrafricaine. Et puisqu'il a une vision, et s'il croit à cette vision-là, je pense que modifier ou pas modifier la Constitution, là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est avec qui? Avec qui et avec quoi veut-il construire une nouvelle Centrafrique? Voilà, c'est ça les problèmes fondamentaux. Donc, je vais chuter par là en disant que le problème de la Centrafrique est très complexe. Tu chutes beaucoup. Mais, Sans te fracasser. oui, là, je vous ai déjà dit que la problématique est très complexe. Hein. Mais avec toute humilité, je vais vous dire ce que j'ai toujours cru. J'ai la conviction que les problèmes de l'Afrique ne sont pas d'abord des problèmes politiques. Parce que je soutiens encore cette thèse-là, que l'Afrique n'est pas encore née politiquement. Et vous pouvez me citer l'exemple de la Centrafrique, du Cameroun, du Congo, du Mali. C'est parce que politiquement, nous n'existons pas encore. Qu'il y a des pesanteurs énormes qui pèsent sur notre définition même de la société. Donc, nous ne sommes pas encore autodéterminés. Parce que, je vous ai parlé de la politique des 3 autonomies. L'Afrique ne peut naître politiquement que s'il s'affranchit systémiquement. Donc, s'il est libéré systémiquement du joug occidental. Si nous sortons du système imposé par l'Occident, qui se reflète à travers la forme des États que nous avons, les genres de constitutions que nous avons, oui, tout ce qui l'entoure. Si nous ne sortons pas de ces systèmes-là, si nous nous attaquons aux constitutions, aux États, à la durée des mandats, nous attaquons pas aux vrais problèmes, nous attaquons aux conséquences qu'engendrent ces problèmes. Mais pour se libérer systémiquement, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Et quand on veut s'affranchir de vrais problèmes, il faut alors se vêtir d'un habit révolutionnaire. D'accord. Parce que, je chute là, parce que, Franklin l'a dit. Non, Franklin a dit quelque chose. Franklin a dit quelque chose. L'Afrique, c'est vrai, a besoin des hommes forts qui vont laisser des institutions fortes. Parfait. Ça n'a jamais été le contraire. Parfait. Nous avons une forte Chine aujourd'hui parce qu'il y a eu un Mao Zedong. Parfait. Nous avons une grande Russie parce qu'il y avait les Lénine, les Trotsky, les Poutine aujourd'hui. Et que Poutine assure l'héritage. Continue l'héritage. Donc je pense que l'Afrique a besoin d'hommes forts, mais on n'est pas un homme fort par la durée de son règne. On n'est pas un homme fort par la qualité de son armée qui viole les libertés individuelles et qui viole les droits fondamentaux du peuple. Mais on est un homme fort quand on a une vision qui peut survivre, même quand vous ne serez pas là. Docteur Bénic, si vous prenez la parole maintenant, vous ne la prendrez plus après. Non, juste une seconde sur les 10 secondes. Si vous prenez la parole maintenant, vous la prendrez plus après. Sur les 10 secondes d'après, juste pour dire à docteur Bénic-Christ, non, juste pour dire à docteur Bénic-Christ, pour finir sa phrase, que le temps peut être un facteur important. Regardez tous les noms que l'on a cités. C'est des gens qui ont mis plus que ce qui était prévu aujourd'hui. Ça peut être important. Donc, pour ne pas prendre mon temps de parole. Allez, on continue avec vous, Passion Parfait. Non, mais on est en train de sortir justement avec la problématique centrafricaine. Est-ce que n'est pas reposer complètement même la politique globale de l'Afrique? La longévité au pouvoir ou l'âge ne sont pas des facteurs qui devraient être pris en considération sur notre continent quant à la bonne gouvernance. Bon, c'est ce que vous dites? Non, je reviens souvent parce que je crois qu'on a eu à discuter de ces questions qui reviennent. Pour moi, ce sont les principes. L'âge ne définit pas la valeur d'un être humain face à des difficultés bien précises. Ouais. Pas plus que la longévité au pouvoir. J'en viens. Je commence par l'âge parce que les gens ont tendance à dire il est vieux, il est vieux. On peut être vieux
et être un vrai patriote au service de son peuple et de son pays. Utile, vieux Oui. utile. Très utile. On peut être jeune et être un vrai salopard. Abraham Lincoln m'a dit, et vieux, c'est lui qui a cessé de réfléchir, et jeune, même quand vous avez 100 ans mais que vous réfléchissez encore, vous êtes encore jeune. Juste une nuance. Et donc, on peut être jeune et être un vrai salopard. Et vice-versa. Hein. Oui, oui. Maintenant, il y a aussi des vieux qui sont des idiots, Oui. qui sont au service de Le poète dit que l'étranger. les cons vieillissent aussi. Les cons vieillissent aussi. Merci. Donc, on peut être aussi un vieux et être au service des forces étrangères, être jeune, être vraiment un vrai patriote, engagé pour résoudre ces problématiques qui continuent de nous enfoncer. Alors c'est à dessein Donc, si je vous pose cette question à vous particulièrement, vous qui prenez la tenance au pouvoir pour proposer de nouvelles solutions, est-ce que donc la longévité au pouvoir ne devrait pas être un facteur de bonne gouvernance? La longévité au pouvoir, à partir du moment où vous vous organisez pour résoudre aux attentes de votre peuple et de votre pays, ne me pose pas un problème. Mais la longévité au pouvoir, sans qu'on en tire les dividendes réels de cette longévité, me pose un problème. Et c'est le cas pour la plupart des pays africains aujourd'hui, surtout dans notre fameux précaré français. Les gens sont au pouvoir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, tu creuses, tu grattes pour savoir, mais qu'est-ce que cela a apporté au pays comme bénéfice? Tu cognes, ça sonne creux. Il n'y a rien. Rien. C'est ça le problème. Ben Ali a mis combien de temps en Égypte? Qui s'en est plein? Vous voyez? On peut questionner sa sortie, mais qui s'en est plein? Donc nous Il pensons, travaillait pour son pays. nous pensons que et souvent la faute de cette longévité au pouvoir, parce qu'après, quand on ne prépare pas son après, c'est aussi notre problème. Il faut toujours être dans le cap de dire je suis là parce que mon groupe m'a porté là. Je suis le représentant de ce groupe-là, sur le plan politique, idéologique et même culturel. Mais il faut évidemment que je puisse laisser donner la possibilité au pays de continuer de bénéficier de cet élan qui tire le pays vers le haut. Donc je dois avoir des successeurs. Parce que comme le monde il est comme il est, on n'est pas Dieu. Le jour au lendemain, je suis sur votre plateau aujourd'hui, demain je peux ne pas être là. Hein. Je peux sortir d'ici, j'ai un accident. Or, dis bien là maintenant, ne doit pas s'arrêter parce que patient parfum d'homme n'est pas là. Même si vous estimez que je suis brillant, je ne sais pas plus que qui. Ça ne veut absolument rien dire. Or, certains Africains pensent que sans eux, après moi, c'est le déluge. C'est ça le problème. D'où la nécessité de continuer à former. Il faut former. Quand vous êtes là, vous avez votre première tâche, c'est de former les relais qui vont continuer justement cette œuvre grandiose qu'est la vôtre. Pourquoi nous sommes fiers des Kwame Nkrumah, de Oumyobé, de Lumumba, de Sankara que tu veux citer là? Parce qu'ils ont formé. Ils ont formé. Ils ont laissé une pensée qui au-delà de leur être, au-delà de leur petite personne, excusez-moi le terme, mais qui survit et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des repères sur lesquels nous pouvons nous accrocher fortement pour continuer justement sur cette lancée à pousser, n'est-ce pas, cette locomotive jusqu'à la gare qui sera vraiment l'unité politique de notre continent. Donc moi j'estime, en ce qui me concerne, que souvent quand je dis je ne suis pas d'accord, on me dit oui, on me prend des exemples, la reine d'Angleterre. Non, moi je m'en fous, la reine d'Angleterre. Je parle de mon continent, je ne vois pas en quoi certaines personnes dire au pouvoir. Et encore, ils ont bien dit la reine, pas le président. La reine d'Angleterre, on te parle d'Angela Merkel, on va chercher des exemples qui n'ont aucune prise sur notre réalité. Et donc je pense que ce sont des fuites en avant, inutiles. Pour le cas centrafricain, je sors par là. Évidemment. L'un chute et l'autre sort. Oui, je sors par là, définitivement. Évidemment. Le président Faustin Archange Touadéra, pour moi, ce n'est pas un messie. Absolument. Il n'est que le produit même pas. de la maturation d'une certaine volonté du peuple centrafricain qui en avait marre d'être chosifié par l'impérialisme occidental. Et il faut qu'il le comprenne lui-même. Parce que souvent, on est grisé par des situations. Il faut qu'il comprenne lui-même qu'il n'est qu'un instrument du peuple centrafricain. Il est l'expression. Il ne remplacera jamais, politique. À grand jamais, le peuple centrafricain. Il est un instrument et, Dieu merci, c'est un instrument efficace. C'est pour ça que nous le soutenons. Soutien de Passion Parfum d'Homme et de Christelle Fanga à Michel Archange Touadéra et surtout de Fabrice Yomi aussi. L'Afrique a besoin d'hommes forts. Le nombre des mandats ou la longévité au pouvoir ne doit pas freiner le développement de nos nations. Alors,
Vous avez bouffé votre temps de parole, 30 secondes chacun. Je sors par là, je commence par vous, Christelle Congar. Alors, dans 3 ans, ce sera fini, constitutionnellement parlant, pour Michel Archange Touadéra. Est-ce que 3 ans ne lui suffisent pas à former justement un autre leader qui perpétuera son action? Faudra-t-il absolument que ce soit lui après ce second mandat, le dernier en principe? Alors, je voudrais dire une chose. Général de Gaulle a fait 14 ans. Voilà qui citait des exemples français. 4 mandats aux États-Unis. C'est un modèle. Vous savez pourquoi on cite les Français? Parce que c'est les premiers qui vont t'empêter partout là. C'est eux qui vont t'empêter partout. D'accord. Que modification là, illégale, machin et tout et tout. C'est eux qui vont t'empêter et qui vont monter. Donc pourquoi ils ne t'empêtent pas sur Ouattara? Pourquoi ils ne t'empêtent pas sur De Gaulle? Pourquoi ils ne prennent pas les exemples sur eux-mêmes et dans leur nation? Il n'a pas besoin d'aide pour citer Ouattara. Donc aujourd'hui, quand on parle de modification de la Constitution, c'est parce que justement, cette Constitution, c'est un goulot d'étranglement. Il faut se libérer de tous les goulots d'étranglement dans notre territoire, dans tous nos sols. Il faut se libérer de la démocratie. Il faut se nouvelle des mots, des petits mots. Bonne gouvernance, mal gouvernance, corruption, machin. Il faut se libérer de tout ça parce que c'est des chaînes. Parce que si on ne se libère pas de tous ces instruments-là, en créant nous-mêmes nos propres éléments qui peuvent nous amener à avoir une autonomie, une pensée propre, alors là, ça, nous nous trompons tellement. Aujourd'hui, la Centrafrique a besoin de Archange Touadéra, même au-delà de 10 ans, au-delà de 15 ans, au-delà de 20 ans. Parce que la vérité, c'est que actuellement, il est celui qui incarne la volonté de liberté du peuple centrafricain. Le Messie? Non, pas le Messie. Parce que quand on parle de messianisme... Il faut être cohérent, tu as dit ad vitam aeternam. Non. Quand je dis ad vitam aeternam, ça veut dire que tout le long, il peut gouverner la Centrafrique. C'est donc, donc le Messie. Non. Quand je parle, le messianisme est différent d'un leader. N'est-ce pas, du leadership que M. Archange Touadéra incarne aujourd'hui. C'est un leader, c'est un bon leader actuel de la RCA parce que c'est un pays qui a besoin de ce type d'homme aujourd'hui. Si lui était au Cameroun, il ne valerait pas grand-chose. Vous voyez un peu, s'il était dans un autre pays, il ne valerait pas grand-chose. Mais actuellement, la Centrafrique a besoin d'un homme comme celui-là pour diriger la Centrafrique à vina aeternam. C'est-à-dire, quand on parle d'Avina aeternam, ça veut dire qu'il peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir pour que ça dépend de sa capacité de vie. Vous avez dépassé les 30 secondes. C'est au pied du mur qu'on a jugé Archange Touadéra et c'est parce qu'il a fait ses preuves aujourd'hui qu'on parle de lui comme leader. Qu'est-ce qui prouve qu'un autre ne pourrait pas faire pareil? Ne répondez pas, c'est pas une question, c'est rhétorique. À vous, je demande plutôt, est-ce que la jurisprudence que ça créera en Centrafrique ne conduira pas peut-être la Centrafrique et même le reste des pays africains dans une spirale de non-droit où, fort de ses bonnes intentions, on pourra déchirer la Constitution comme on voudra et s'en tenir au résultat finalement? On sort par où on est rentré. L'Afrique est face à ses propres contradictions. Si nous voulons construire un continent fort, si nous voulons construire un continent qui parle de tu à tu avec le reste du monde, il est important de systémiser le modèle social, le modèle politique qui correspondent à notre réalité d'aujourd'hui. Il me semble que la construction d'épiphénomènes comme ceux de la Centrafrique sont eux-mêmes porteurs des germes de leur propre destruction, à condition que les hommes d'État qui l'incarnent sachent s'effacer lorsqu'il est encore temps pour laisser la possibilité à d'autres de continuer ce qui serait en ce moment-là non plus une approche messianique du gouvernement, mais une approche visionnaire du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut que ça cesse d'être un individu qui veut mener la Centrafrique quelque part, mais simplement non, un individu qui a créé une vision qui peut être portée par n'importe qui d'autre en Centrafrique. Le président Archange Touadéra est un humain, les humains sont mortels, donc il est mortel. La logique qui consisterait à penser qu'il n'y a que lui pour mener à bien les destinées de la Centrafrique est une logique qui est porteuse elle-même des germes de sa propre destruction. Il est important, si l'on veut accompagner ce type de processus, que cela devienne systémique. Et les systèmes, les véritables systèmes, sont ceux qui savent s'affranchir de ceux qui les ont fabriqués. Parce que si la Chine avait attendu Mao, eh bien si Xi Jinping n'existerait pas. Il est important que les individus créent des visions, mettent en place des systèmes que n'importe qui d'autre peut venir habiter, à condition peut venir pousser, à condition que cette personne soit habitée par la vision qui est incarnée, qui a été mise en place par le célèbre dévancier. La Centrafrique
est en train de jouer quelque chose d'extrêmement important, à la fois pour ce pays-là, mais également pour le reste du continent. La formule est simple, et je crois que on l'a suffisamment dit ici. Là, l'une des armes de destruction massive laissées par la colonisation qui a pu fabriquer la néocolonisation, il y a deux armes. Les deux armes, c'est les constitutions et la monnaie. C'est les deux armes qui ont fabriqué le néocolonialisme, la constitution et la monnaie. Parce que les constitutions ont sacralisé les répartitions des territoires à la fois à l'intérieur, mais dans l'Afrique. La monnaie a permis de caporaliser tout le monde économiquement et financièrement pour ne lancer aucun processus de développement. Le président Faustin Archange Touadéra a lancé le processus de mutation de la monnaie qui va permettre précisément d'affranchir son pays. Il faut qu'il accompagne cela en allant toucher le deuxième pilier de la néocolonisation, c'est-à-dire la constitution, mais il ne faut pas qu'il touche ça seulement pour lui, mais qu'il touche ça pour le reste pour tout son pays et pour que cela serve de phare au reste de l'Afrique. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette édition de votre débat panafricain. Nous étions à Bangui en RCA où les manifestations publiques d'il y a quelques jours appellent le président Michel Archange Touadéra à soutenir ce projet de modification de la Constitution. Son mandat actuel court jusqu'en 2025. Alors est-ce une volonté populaire? Est-ce l'émanation de la révolution d'un peuple mature et éduqué, désormais bien au fait de sa destinée, qui veut la prendre en main définitivement? Nous avons questionné cette question, nous avons questionné cette problématique. Et merci à vous, chers panélistes, d'avoir apporté votre expertise à la compréhension de ce qui se passe en RCA. Passion Parfendum, merci. Et on espère que vous n'aurez pas d'accident. On priera pour ça, on a encore besoin de vous. Peut-être pas le Messie, mais un leader. Nous sommes dans le monde impossible. Si Dieu décide, comme malheureuse, il faut que Dieu ne décide pas vite de le tuer. Il faudra faire attendre le passeur longtemps encore. Merci, docteur Prince Bénicris. C'est moi qui vous remercie, monsieur Rim. On ne bombarde pas une bombe. On la détruit. Voilà une chute. Chacun veut créer maintenant ça. Voilà une papillon chute. maintenant. Christelle Fanga, merci d'être passé sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup. Et merci à vous infiniment, maître Franklin Nyondieu. C'est un plaisir de servir l'Afrique. Le plus grand merci est à vos chers téléspectateurs. Ce combat, c'est avec vous que nous le menons. En Sango, on dit Singila, ça veut dire merci. Demain, nous serons encore là et nous serons au Tchad.